Aujourd'hui, nous allons parler du Maroc avec Monsieur Hassan Rachik, donc usage politique de l'islam et sécularisation au Maroc. Monsieur Hassan Rachik est professeur à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II à Casablanca. Et il a un parcours international. Il a d'ailleurs déjà été invité à l'EHESS et à l'ISM pour une série de séminaires en 2011, mais il a aussi été invité à Princeton, à l'université Saint-Joseph à Beyrouth et à d'autres endroits. Et je crois que c'était la bonne personne pour nous parler du sujet. Donc, parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'identité nationale ou les identités au Maroc, et il a fait des travaux qui nous concernent directement ici, puisqu'il a par exemple fait quelque chose sur la sécularité et la sacralité et la légitimation royale au Maroc. Alors, je suis pas un spécialiste du Maroc, mais je crois qu'il y a une histoire longue. On peut remonter au sultan Al-Mansour au XVIe siècle, déjà la construction des symboles et des institutions de la monarchie marocaine pour légitimer le pouvoir. Et aujourd'hui, donc, même si le Maroc ne connaît pas les révolutions arabes comme d'autres pays de la région, il a quand même dû s'adapter un peu au nouveau contexte du monde arabe, avec un certain nombre de réformes, et puis avec l'arrivée au pouvoir du parti islamiste. Ceci dit, le Maroc paraît toujours un peu un cas à part dans le monde arabe et musulman, et par rapport aux exposés que nous avons déjà eus concernant l'Algérie, le Yémen, l'Égypte, le Mali, je pense que le Maroc présente un cas à part, et notamment la gestion du religieux au Maroc me semble être un cas particulier. Donc je vais céder la parole à Monsieur Hassan Rachik. Les publications que j'ai notées parmi plusieurs livres de Monsieur Hassan Rachik. Le dernier est un livre sur l'histoire de l'anthropologie au Maroc, le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc, qui est apparu il y a peu de temps à la Maison des sciences de l'homme, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Marseille, en 2012, et puis peut-être en rapport avec le sujet dont nous parlerons ce soir, symboliser la nation, essai sur l'usage des identités collectives au Maroc en 2003, mais la bibliographie est beaucoup plus longue, mais vous la trouverez très facilement sur Internet. Voilà, je vous cède la parole. Merci. Permettez-moi d'abord, avant de commencer, de remercier l'Institut d'études de l'islam et des sciences du monde musulman, et son directeur, mais également, de façon générale, les organisateurs qui étaient derrière cette manifestation, pour me donner cette opportunité d'échanger avec vous. J'ai l'habitude de parler à un petit nombre, donc des conférences grand public, j'en ai fait une dizaine dans toute ma vie, et ça m'a jamais déçu, donc j'ai toujours dit, quoique nous sommes toujours intramuros, j'ai toujours voulu parler avec des gens en dehors des murs universitaires. Alors, le propos d'aujourd'hui, je commencerai par dire que les théories de la sécularisation puisent leurs exemples, leurs données dans l'histoire des sociétés occidentales où la religion a cessé de commander l'action politique. Et mon propos aujourd'hui, lorsque j'ai proposé de parler de sécularisation, c'est de voir comment décrire, analyser ces processus-là, les processus de sécularisation, dans un pays où l'islam est religion d'État et où le roi est commandant des croyants. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est paradoxal lorsqu'on s'inscrit dans une théorie des rapports entre religion et islam en termes totalitaires et en termes de confusion du temporel et du spirituel. On a souvent, traditionnellement en tout cas, assimilé la religion ou l'islam à une idéologie totalitaire
qui phagocyte le politique, qui commande tout, y compris le politique. Cette vision de l'islam est défendue, elle est partagée, défendue par quelques États aujourd'hui, par quelques mouvements et idéologies islamistes, mais elle n'est pas le seul modèle, elle n'est pas l'unique modèle des rapports qui existent entre islam et politique. Et moi, je vous propose 2 ou 3 repères pour essayer un peu d'examiner les processus de sécularisation au Maroc. Le deuxième repère, c'est les cas où c'est la politique ou des idéologies séculières qui phagocytent le religieux. Le religieux peut être présent dans une idéologie de la monarchie, des islamistes, de la gauche, des mouvements de droits de l'homme, des nationalistes, etc. Il peut être présente, mais elle est prise dans une logique qui est une logique séculière et politique. Ça, c'est un repère, c'est-à-dire où ce n'est pas la religion qui commande le politique, mais c'est la politique qui commande le religieux. Le politique ne peut pas se passer du religieux, ne peut pas se passer de l'islam, mais il lui applique les règles de la politique en termes de légitimation, en termes d'instrumentalisation. J'y reviendrai. Ça, c'est des repères uniquement pour un peu baliser mon exposé. Le deuxième repère, c'est l'usage intermittent et discontinu de la religion par opposition à cet usage continu, totalitaire de la religion. Et il faudra faire la distinction, lorsqu'on analyse la monarchie, lorsqu'on analyse des acteurs islamistes, du mouvement islamiste, du caractère totalitaire de la religion ou du caractère discontinu, intermittent, du recours et de la référence à la religion. Et je pense que c'est très important pour étudier, pour examiner quelques acteurs. Le troisième repère, qui est également important, c'est l'absence de référence aux religieux, y compris chez les islamistes. Il faudra faire attention aux domaines dans lesquels et au contexte dans lesquels les islamistes ne réfèrent du tout à la religion. Parce que si on braque nos projecteurs, si on braque nos recherches uniquement sur les contextes où les islamistes utilisent la religion, et si on néglige les domaines où les islamistes, soit leur idéologie ne leur permet pas d'investir ces domaines-là, au Maroc, par exemple, l'économie, mais ça viendra peut-être l'industrie, la médecine, etc., etc., etc. Donc, voilà les 3 repères, si vous voulez, en plus de la référence totalitaire à la religion, une référence discontinue, une référence instrumentalisée de la religion et absence de toute référence à la religion. Ces 4 repères, ces 4 modèles existent dans les sociétés de façon différente, de façon variée, mais les 4 existent et on n'est pas, obligé de nous référer uniquement à cette vision totalitaire de l'islam où la politique est prise dans une logique religieuse. Alors, je suis anthropologue, et les anthropologues sont, en tout cas, la tradition à laquelle j'appartiens, à laquelle je mobilise, essaie de rester très proche des acteurs et des processus sociaux. Donc, les catégories comme ça, vagues, comme l'islam, ou comme l'État, ou comme la culture, ou comme l'ethnie, etc., on les utilise, mais on les utilise, en tout cas, j'essaie de les utiliser par rapport aux acteurs qui les mobilisent et par rapport au contexte dans lequel ils sont mobilisés. Je ne pouvais pas le faire aujourd'hui, je ne peux pas le faire aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire dans d'autres circonstances. Je l'ai fait en écrivant quelques livres et quelques articles. Mais aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous parler uniquement de 2 acteurs qui viennent d'être cités dans la présentation. Le monarque, le roi, comme acteur politique et religieux, et le parti de justice et de développement qui conduit le gouvernement actuel. J'ai choisi ces 2 acteurs, j'aurais pu choisir d'autres, mais bon, il se trouve qu'ils sont actuellement au centre de l'action politique.
Alors, il est toujours intéressant de prêter attention à la manière dont l'acteur lui-même se présente. Est-ce qu'il se présente en tant qu'acteur politique ou en tant qu'acteur religieux? Le roi au Maroc se présente alternativement en tant que chef d'État et en tant que commandant des croyants, et pas uniquement en tant que commandant des croyants. Et l'histoire très récente du Maroc montre que le processus de sécularisation était très fort depuis, on va dire, 1930, 1927, 1934, etc. Donc le processus de sécularisation, ce n'est pas le printemps arabe, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est un processus qui a commencé avec le roi Mohammed V, avec l'administration coloniale, le maréchal Lyautey, avec le mouvement nationaliste. Je donnerai uniquement quelques phases, tout simplement pour échapper à l'idée que les processus de sécularisation sont des processus récents. Mon point de vue, enfin mon but, c'est uniquement d'échapper, ou en tout cas de montrer la profondeur historique de ce processus de sécularisation. Le mouvement national était le premier à donner à la monarchie et au roi une légitimité qui n'est pas uniquement une légitimité religieuse, et à utiliser un lexique pour définir le roi, pour identifier le roi, qui n'est pas un lexique religieux. Symbole de la nation, héros de la libération, et ils ont essayé, avec le roi bien sûr, avec la complicité du roi Mohammed V, ils ont essayé de donner au roi une légitimité populaire. Depuis Mohammed V, les références de la légitimité royale s'est complexifiée, s'est diversifiée, et Mohammed V n'avait pas besoin, on peut comprendre le contexte de la colonisation, le contexte de la résistance, n'avait pas besoin d'une légitimité religieuse, il avait beaucoup plus besoin d'une légitimité politique et légitimité populaire. Donc ça a commencé avec Mohammed V. Son fils a hérité un peu de cela. Il a hérité de ce stock, je ne dis pas qu'il était populaire ou impopulaire, il a hérité du stock, c'est-à-dire, voilà, je dois être légitime sur le plan religieux, légitime sur le plan politique et légitime sur le plan populaire. Et la légitimité religieuse n'est qu'une dimension parmi d'autres. Ce que Mohammed V a essayé de faire, mais il était décédé un peu tôt, c'est de donner à cet ensemble, à ce stock de légitimité, à ce magasin de légitimité, un fondement constitutionnel. C'est le Hassan II qui va le faire. Et donc, légitimité constitutionnelle, ça veut dire que ne peut s'imposer politiquement que les notions, que les concepts, que les institutions qui figurent dans la Constitution. Et parmi toutes les notions traditionnelles religieuses, il y a une seule qui a survécu, c'est la commanderie des croyants. Donc, le khilafa, la sharia, la bay'a, le shérifisme, toutes ces notions-là, la baraka, toutes ces notions, la baraka qui existait dans la Constitution de 1908, toutes ces notions religieuses qui légitimaient le pouvoir du roi vont disparaître. Il y a une seule institution qui va référer à la religion, c'est la commanderie des croyants. Ça fait chaud. Alors, la commanderie des croyants, il y a un article fameux au Maroc, et ceux qui suivent un peu l'actualité au Maroc, l'article 19 des différentes constitutions, excepté la dernière. Et dans cet article, il y a plusieurs, je lirai une partie pour vous donner une idée. Le roi Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, symbole de l'unité de la nation, donc un concept séculier, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, idem, veille au respect de l'islam. C'est la seule phrase où il y a une référence à la religion. Il y a trois autres lignes où il est question du fonctionnement de l'État et autre chose.
le roi veille au respect de l'islam. L'article en lui-même est un mélange de notions, on va dire séculières, et cette notion religieuse, veiller au respect de l'islam. Moi, je ne vais pas à chaque fois vous agacer avec... je suis anthropologue et en anthropologie on fait, mais vous pouvez le deviner, chaque fois que j'essaie un peu de nuancer les choses, je ne fais pas partie de ceux qui essaient de définir une fois pour toutes une institution, une notion, un État ou un acteur. Je ne dirais pas que cet article est religieux, je ne dirais pas que cet article est uniquement politique. Quand on travaille sur les contextes et quand on essaie de partir du fait que toutes les notions, y compris la commanderie des croyants, mais d'autres notions, république, monarchie, parti politique, etc., laïcité, toutes les notions sont des notions vagues, malléables et non univoques. Et donc vouloir dire que la commanderie des croyants est une institution religieuse ou est une institution politique, ou c'est une confusion entre le politique et le religieux, c'est vouloir fixer le comportement des acteurs et les actions des acteurs dans une notion à laquelle ils essaient d'échapper dans des contextes différents. Je vais donner 3 contextes pour montrer un peu les variations et les dynamiques de cette institution. Et comment la commanderie des croyants a changé avec Hassan II d'abord, en 3 étapes, et tout récemment avec Mohammed VI. Donc l'idée c'est de dire, bon, la commanderie des croyants est une notion qui est, on va dire, multiforme, d'accord, qui est polysémique, mais polysémique dans le temps, parce que par rapport au contexte déterminé, il ne peut avoir qu'un seul sens. Alors le premier usage de la commanderie des croyants sous Hassan II était un usage politique dans un contexte politique. Depuis une dizaine d'années, les décrets royaux pris par Hassan II ne faisaient aucune référence à la religion en tant que commandeur des croyants. L'état d'exception, 1965, il a été prise avec la justification, fonctionnement, Hassan II voulait veiller à la continuité du fonctionnement institutionnel de l'État. Il y avait d'autres décrets royaux, dans l'objet d'abord, l'objet lui-même, création d'une société d'investissement, d'un office de commercialisation, d'export des produits agricoles, etc. On s'est dit, bon, qu'est-ce que la commanderie des croyants vient faire dans la création de ces institutions? Pendant une dizaine d'années, la commanderie des croyants a été utilisée comme un rôle politique dans un champ politique. C'est à partir des années 80, début des années 80, où la commanderie des croyants va être utilisée comme une institution religieuse pour contrôler un espace politique. Et il y a plusieurs événements, je ne peux pas les citer tous, je me contente d'un événement qui est resté célèbre et qui est paradigmatique pour moi. Donc je l'utilise parce qu'il explicite un peu les différents usages qui ont été faits par Hassan II de la commanderie des croyants. Alors l'événement est le suivant. En 1981, Hassan II décide de proroger le mandat des parlements pour des raisons qui sont liées à la question du Sahara, etc. Les parlementaires de l'Union socialiste des forces populaires, un parti de gauche, dans l'opposition, ont refusé de proroger leur mandat, disant, bon, voilà, notre mandat c'était de telle année à telle année, et on refuse de proroger le mandat. Hassan II était furieux, et dans un discours au Parlement, que les opposants ont intégré par la suite, mais de façon individuelle, pas collective, et dans son discours, où il était très furieux, il dit explicitement, le souverain constitutionnel
ne peut rien faire. La Constitution n'a pas prévu de sanctions, n'a pas prévu ce cas de figure. Donc je ne peux rien faire en tant que souverain constitutionnel. Mais en tant que commandant de croyants, je peux invoquer le Coran et la tradition du prophète. Et donc c'est en fonction de la commanderie des croyants qu'il a invoqué des versets du Coran et des traditions pour un peu commenter et interpréter leur désobéissance. Alors nous avons une distinction qui est établie par lui, donc voilà, je suis souverain constitutionnel, j'aurais bien aimé, je parle au nom de Hassan II, j'aurais bien aimé appliquer la Constitution et le droit positif, mais bon, devant le silence de la Constitution, j'invoque la tradition religieuse, le Coran et le hadith du prophète. Alors là, on voit que cet usage-là de la commanderie des croyants, que les constitutionnalistes qualifient de para-constitution, c'est-à-dire de quelque chose qui s'insère entre la Constitution et Dieu. On n'est pas devant la conception juridique de la norme suprême. La Constitution n'est pas la norme suprême. La norme suprême, c'est le Coran et le hadith. Et le hadith devient quelque chose qui s'insère entre, disons, la Constitution et le roi. Les deux rôles, on va dire, sont distingués. Le rôle politique, souverain constitutionnel, et la commanderie des croyants, qui est conçu comme un rôle religieux. Mais les domaines ne sont pas distincts. C'est-à-dire que le rôle religieux, la commanderie des croyants, peut intervenir dans un domaine politique. J'insiste sur cela parce que le changement va concerner un peu cette distinction entre les domaines avec Mohammed VI. Alors on voit ici que la religion ou l'islam ou la tradition du prophète ou le Coran ne commande pas l'action de Hassan II. La logique est une logique politique. La situation est une situation politique. C'est Hassan II qui interprète de façon politique la référence à la religion. Rien n'impose à Hassan II de recourir à la religion dans cet état d'espèce. Donc l'idée de la totalité de quelque chose comme ça, un islam qui va s'imposer de façon automatique, nécessaire et mécanique aux acteurs politiques, je ne récuse pas ce modèle. Ce modèle, il a bien sûr d'autres contextes où la référence est pertinente. Mais dans ce cas-là, l'instrumentalisation, si vous voulez, la manipulation pour d'autres, si vous voulez, de la religion est prise dans une logique qui n'est pas une logique religieuse, mais qui est une logique politique. Donc, j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce qu'il y a une référence à l'islam que forcément l'acte et la référence est religieuse. Il peut y avoir référence à l'islam, mais on peut qualifier cette référence et ce comportement de comportement politique. Ce n'est pas le contenu religieux ou non de la référence qui est la plus importante. Ce qui importe, c'est la logique de la situation et la logique des acteurs qui sont en interaction. Premier cas de figure, donc, commanderie des croyants, institution politique mobilisée dans un champ politique. La deuxième, commanderie des croyants, un rôle religieux pour baliser, pour contrôler, pour contrôler l'espace politique ou le champ politique. Le troisième cas de figure, c'est à partir aussi du milieu des années 80, ça va être deux usages. Ce n'est pas chronologique, les usages que en tout cas pour les deux dernières variations, ce n'est pas une chronologie, c'est deux usages qui vont être faits en même temps. Un usage politique de la commanderie des croyants et un usage religieux, surtout à partir du milieu des années 80, du début des années 80, où des associations islamistes vont mobiliser la religion. Alors, pour la première fois, au Maroc, même les partis conservateurs ne le faisaient pas, pour la première fois au Maroc,
des associations, des mouvements islamistes vont mobiliser la religion de façon continue et vont concurrencer en quelque sorte le rôle du roi dans ce domaine-là. 1981, Hassan II va créer le Conseil supérieur des ulama pour protéger la religion, pour protéger l'islam et pour faire face à ce qu'on appelle depuis les années 80 l'islam importé. Et c'est à ce moment-là, à partir de 1980 jusqu'à sa mort, où la commanderie des croyants va être mobilisée comme un rôle religieux, comme un statut religieux, pour parer à des dangers également, entre guillemets, religieux également. La structure politique a changé. Donc, la gauche à la limite, les conservateurs, les partis conservateurs à la limite avaient un usage intermittent de la religion, donc ils ne pouvaient pas concurrencer Hassan II sur cette base-là, mais à partir des années 80, je le répète, à partir des années 80, c'est la religion qui va être mobilisée par des acteurs, chose qui est inédite dans l'histoire récente du Maroc. Alors c'est à ce moment-là que le but ou l'objectif de Hassan II, à travers la commanderie des croyants, était de structurer le champ religieux, de monopoliser le discours et l'interprétation de l'islam. Donc vous voyez, si on se contente uniquement de ces trois étapes, de ces trois modèles de l'usage de la commanderie des croyants, on voit comment un acteur, Hassan II, réagissait à un contexte, réagissait à des acteurs, beaucoup plus qu'il réagissait à une prétendue tradition qu'on peut appeler l'islam, etc. Donc le plus important pour moi, c'est de voir comment un acteur mobilise une institution, non pas dans l'abstrait, mais dans un contexte, et que ce contexte-là, qui me permet de comprendre pourquoi il l'a utilisé de telle façon et pas de telle autre. Donc trois variations. La commanderie des croyants n'a pas un contenu fixe, on ne peut pas dire la commanderie des croyants est ceci ou cela. La commanderie des croyants est ce que les acteurs, et ce que les acteurs font avec cette institution. Alors avec Mohammed VI, nous allons assister à cette continuité de l'usage de la commanderie des croyants comme rôle religieux pour maîtriser le champ religieux. « 2002, je donnerai deux dates. 2002, lors de la réforme du code de statut personnel, Mohammed VI a été sollicité par les acteurs, le Premier ministre à l'époque, Abdelrahman Yousfi, un opposant, un ex-opposant, il était sollicité, d'autres acteurs également, les mouvements islamistes aussi, ont sollicité le roi Mohammed VI d'intervenir pour régler un conflit qui a été posé en termes religieux. Le code de la famille, il y avait des questions sur l'héritage, sur le mariage, etc., où les savants, les ulama avaient leur mot à dire. Donc il a intervenu, la première fois qu'il intervient en tant que commandant des croyants pour régler un conflit, c'était en 2002. Et ce n'était pas, comme avec son père, ce n'était pas son initiative. C'était les autres acteurs qui étaient en conflit. Normalement, il y avait, si vous avez suivi un peu ce feuilleton-là, il y avait deux grands camps, les islamistes d'un côté et ce qu'on appelle les modernistes, les laïcs de l'autre. Et ça a failli, à un moment, clasher. Donc, sans l'intervention royale, il était difficile de trouver un compromis entre les deux partis, ceux qui étaient opposés à la réforme du code familial et ceux qui étaient pour la réforme du code familial. Deuxième événement, le discours de 2003, juste après les événements tragiques terroristes de Casablanca, 16 mai 2003. Là, nous avons en gros
dans ce discours, normalement, le discours du trône doit être politique. Et traditionnellement, depuis Mohammed VI, le discours du trône est une occasion pour un peu parler des réalisations et pour parler des perspectives. Voilà ce que nous avons réalisé en une année, voilà les perspectives. Souvent, la tradition voulait que... Mais là, dans ce contexte, Mohammed VI n'a parlé que de l'islam et de la définition de l'islam et de comment on doit définir l'islam. Je vais lire quelques extraits. Enfin, pas lire quelques extraits, mais quelques commentaires de ces extraits. Le roi Mohammed VI expose une série de principes devant orienter l'interprétation de l'islam au Maroc. Les éléments fondateurs de la monarchie constitutionnelle marocaine sont l'islam et la démocratie. Ce n'est pas la peine à chaque fois de souligner démocratie, ces mots-là qui sont un peu juxtaposés à des notions comme l'islam. Il rappelle l'ancienneté de l'islam, l'indépendance de l'État marocain à l'égard du califat de l'Orient, l'attachement à la commanderie des croyants, l'ouverture en matière de culte, l'exclusivité du rite malékite caractérisé par sa souplesse et par son ouverture sur la réalité. Et il rajoute que le peuple marocain n'a pas besoin d'importer des rites et des doctrines étrangers à ses traditions et incompatibles avec son identité spécifique. Il rappelle que, là je le cite, le commandant des croyants étant l'unique référence religieuse pour la nation marocaine, aucun parti ou groupe ne peut s'ériger en porte-parole ou en tuteur de l'islam. Il y a dans cette dernière phrase à la fois un aspect qui est en lien avec la sécularisation, puisque en dehors du roi, la confusion ne doit pas être entre la religion, ne doit pas exister entre la religion et la politique. Aucun parti politique ne peut être créé au Maroc sur des bases religieuses ou sur des bases ethniques. Pour les partis politiques, pour le reste du champ politique, la sécularisation est là, donc séparation du religieux et du politique, mais, si vous préférez confusion, à l'échelle du roi. Le roi peut être à la fois un acteur religieux et un acteur politique. Mais en dehors de cet acteur-là, il faudra séparer la politique et le religieux. L'enjeu, comme vous le voyez ici, est dans le monopole politique du religieux. Et la commanderie des croyants est devenue le pivot de l'idéologie religieuse officielle, menée par le ministre ou le ministère des Affaires islamiques. Mais, et c'est là un peu la continuité avec l'usage qui a été fait de la commanderie des croyants par Hassan II, c'est qu'elle tend à n'être invoquée que dans des contextes religieux. Le roi Mohammed VI n'avait pas besoin, vu la structure politique du Maroc, du Maroc à partir des années 2000, vu cette structure politique où la gauche est devenue un allié de la monarchie, et donc les seuls opposants, c'est les opposants au nom de la religion. Et donc ils n'avaient pas cette possibilité, cette opportunité d'utiliser la religion pour contrôler les opposants, disons, laïques ou séculiers. Et donc les contextes religieux, c'est la prière du vendredi, par exemple, l'ouverture des travaux du Conseil supérieur de Ulama, lorsqu'il envoie un message, le message annuel aux pèlerins, etc. Donc c'est uniquement dans ces contextes-là où la commanderie des croyants est invoquée. Et donc, mais en tant que chef politique, en tant que chef d'État, il n'a jamais invoqué, depuis 1999, il n'a jamais invoqué la commanderie des croyants comme l'avait fait son père. Alors tout à l'heure,
il était question du printemps arabe. Au Maroc, il a été porté essentiellement par le mouvement 20 février, et ce mouvement-là, qui était, disons, un arc-en-ciel porté par des jeunes appartenant à différentes idéologies, à différents partis politiques, extrême gauche, partis islamistes, autorisés, pas autorisés, etc. Ces jeunes-là ont scandé et ont porté des slogans du type « Nous sommes des citoyens et pas des sujets », remise en question de l'article 19 dont j'ai parlé, où la commanderie des croyants est l'institution centrale, remise en cause de la sacralité du roi, et d'autres, bien sûr, concernant d'autres phénomènes ou d'autres pratiques politiques comme la corruption, etc. Et donc, le roi n'était pas absent, disons, dans ses revendications. Il était la cible de pas mal de slogans. Et il a réagi très tôt pour réformer la Constitution, et ça a été réformé dans cette dynamique-là. Cette dynamique qui a été, en gros, entamée à partir de 2001-2002. Le mouvement 20 février, pour moi, pour en discuter, il était un peu une sorte d'accélérateur de ce processus de sécularisation, de ce processus de séparation des rôles religieux du roi et des rôles religieux et des rôles politiques du roi. Et ça va être consacré de façon très claire par la Constitution de 2011, où la Constitution sépare entre deux articles, l'article 41 où le roi est commandeur des croyants et l'article 42 où le roi est chef d'État. Donc, ce qu'était un peu la pratique, moi je suis commandeur des royaumes dans un contexte religieux et chef d'État dans un domaine politique, a été consacré de façon explicite et de façon claire, en réservant deux articles aux deux rôles du roi, au lieu qu'il y ait, comme dans les constitutions précédentes, un seul article 19 qui mélange les rôles politiques du roi et les rôles religieux. Là, nous avons une séparation, mais vous pouvez me dire, mais cette séparation existait du temps de Hassan II, il séparait également rôle politique et rôle religieux. L'innovation, si vous voulez, c'est que les domaines également sont distincts. Sous Hassan II, les rôles étaient distincts, mais les domaines ne l'étaient pas. Donc il pouvait intervenir dans les domaines politiques en tant que chef religieux et inversement. Alors que actuellement, à partir de la Constitution et à partir également de l'observation de la pratique du roi, il intervient en tant que commandeur des croyants lorsqu'il s'agit d'un contexte religieux, mais dès qu'il sort du contexte religieux, il intervient en tant que chef d'État. Alors la question, pour revenir un peu à mon introduction, est-ce que ce type de normes séparant des rôles politiques et des rôles religieux peuvent être qualifiés de sécularisation ou pas? Si on réfère uniquement aux exemples des sociétés occidentales, on va dire non, il n'y a pas séparation d'État et de l'Église, il n'y a pas séparation du domaine privé et du domaine public, et on va s'arrêter là. Moi, je pense qu'il faudra élargir un peu les théories de la sécularisation également à ce type de situation où il y a également séparation de la religion et du politique, même à l'échelle d'un seul acteur. Parce qu'il y avait nécessité de dire, écoutez, vous êtes le même acteur, vous êtes roi, mais vous ne pouvez pas agir de façon indifférenciée en tant qu'homme politique ou en tant qu'homme religieux. Vous êtes obligé, lorsque vous êtes acteur politique, d'agir en tant qu'acteur politique, et lorsque vous êtes acteur religieux, d'agir en tant qu'acteur religieux. Ce n'est pas deux corps du roi, ce n'est pas deux institutions qui sont séparées, mais c'est quand même deux rôles. Et moi, je ne vois pas pourquoi, en tant qu'anthropologue, je serais prisonnier des exemples d'une société et pas des exemples d'autres. Donc j'essaie d'élargir et de dire
il faudrait peut-être appliquer la sécularisation à tout type de séparation entre le religieux et le politique, abstraction faite des éléments, Église, État ou domaine public, domaine privé. Chaque fois qu'il y a séparation, chaque fois que dans une société, on sente le besoin de séparer le politique du religieux, moi, je l'appellerais sécularisation. Mais on peut en débattre, bien sûr, et je suis là pour ça. Le seul problème, par rapport aux théories de la sécularisation, telles que pensées et vécues dans les sociétés occidentales, c'est que cette sécularisation n'a pas de voix. Elle n'est pas prise en charge idéologiquement. Il n'y a pas d'intellectuels, d'idéologues, de partis qui disent « nous sommes en train de faire de la sécularisation ». C'est quelque chose qui est vécu de façon implicite, mais aucun discours, disons, idéologique, systématisé, ne la prend en charge. C'est une différence. Maintenant, est-ce que pour qu'un phénomène existe, il doit être pris en charge idéologiquement ou pas? Ça, c'est une question que peut se poser. Alors, deuxième étape de mon exposé, elle concerne un peu l'un des mouvements islamistes. Et je commencerai par rappeler uniquement que ce mouvement islamiste s'appelait Jeunesse islamique en 1969, qu'il était clandestin. 1969, il était clandestin. Et c'est lui, en quelque sorte, c'est lui, en gros, l'ancêtre du parti Justice et Développement qui conduit le gouvernement actuel. Donc, je vais faire juste un rappel historique, très très bref, très très succinct, très schématique, de comment nous passons d'une conception totalitaire de la religion à un usage ponctuel, discontinu de la religion. Je parle toujours de ce mouvement islamiste. Et comment le processus de modération peut être accompagné par un processus de sécularisation, modération politique, je veux dire, modération politique des mouvements islamistes, peut être accompagné par un processus de sécularisation. Alors, la jeunesse islamique, 1965, un groupe clandestin, parmi les principes idéologiques de ce groupe, c'est que l'État et la société doivent être conformes aux préceptes religieux et uniquement à ces préceptes. Nous avons ce que nous pouvons appeler ici une idéologie totalitaire. La société est qualifiée de jahiliya, par référence à la période de l'ignorance, la période anti-islamique. L'État est qualifié d'idolâtre et de jahiliya également. Toutes les idées occidentales sont bannies. Démocratie, la nation, etc. À la fin des années 80, ce groupe clandestin va abandonner cette idéologie et il va manifester sa volonté d'intégrer les règles du jeu. Alors la société n'est plus déclarée impie, mais déviante, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement la réformer. L'État également est déviant, il n'applique pas les préceptes religieux, mais il faudra faire de telle sorte qu'il l'applique de façon progressive, sans recourir à la violence, sans recourir à la révolution et sans recourir au coup d'État. Le moyen devient la prédication auprès du peuple et auprès de la population. Ça, c'est la première étape, si vous voulez, la première étape, disons, dans la modération imposée par le système, comme c'est imposé par tout système, pour devenir association, reconnue par l'administration. Il y a quelques éléments à respecter. Parmi ces éléments-là, c'est l'abondance, si vous voulez, de la violence, la reconnaissance de l'État en tant que tel, et la reconnaissance de la commanderie des croyants en tant
qu'institution religieuse. Le mouvement islamiste, le parti qui va être créé par la suite, le PJD, se déclare comme parti politique, et il ne peut pas faire autrement, sinon il sera interdit, donc c'est une modération imposée, si vous voulez, mais à référence islamique. Et donc la religion devient une dimension parmi d'autres. Ce n'est pas la société qui doit être toute, ou l'État qui doit être totalement conforme à la religion, mais on va essayer, enfin le PJD va essayer de réformer petit à petit et dans des niches uniquement, dans certaines niches dont je vais parler tout à l'heure, dans certaines niches uniquement. L'usage est modéré et le rapport également aux institutions occidentales va devenir modéré. Quand je dis occidental, c'est le point de vue du parti Justice et Développement. Alors on va trouver plusieurs manières, disons, de domestiquer, de réinterpréter la démocratie, le suffrage universel, etc., parce que, comme vous le savez, la démocratie est bannie par toutes les religions, par toutes les versions totalitaires de l'islam. Toutes les idéologies totalitaires de l'islam, la démocratie est bannie. Les frères musulmans, les djihadistes, etc. Et l'un des arguments, il y en a plusieurs, l'un des arguments, c'est comment concevoir l'application d'un système dans un pays musulman qui met sur le même pied un alim et une prostituée. Voilà l'argument. Il est très simple. Donc une voix, une personne, c'est quelque chose d'impensable dans une société ou dans une idéologie qui a toujours vécu dans la séparation entre une élite X et le commun des mortels. Et donc la démocratie, la première phase un peu de la modération, si vous voulez, ou de la sécularisation, parce qu'on est en train d'accepter des institutions qui ne sont pas des institutions religieuses. Démocratie, parlement, etc., etc. La nation, selon les visions totalitaires, n'a aucun fondement religieux. La Ummah, oui. La communauté musulmane, oui. Mais pas la nation. Et donc il y avait un rejet, et les partis modérés vont essayer un peu d'intégrer ces notions en les domestiquant, comme j'ai dit, en les réinterprétant. La démocratie va être un peu épurée de certains éléments rationnels, laïques, etc. Et on va essayer de voir en quoi la démocratie peut être fondée dans la tradition islamique. Ou en tout cas démontrer en quoi la démocratie n'est pas quelque chose de contradictoire avec l'islam. Et je donne tout simplement un exemple, l'un des arguments dans ce qu'on appelle un peu le droit comment on va appeler ça, il y a une vision islamique qui n'interprète pas textuellement les traditions ou le Coran, mais il les interprète à partir de leur objectif, de leur but. C'est le but qui imprime. Donc ce n'est pas une interprétation littérale de la tradition, c'est une interprétation à partir des objectifs. Et comme la démocratie évite la discorde, la fitna, qui est très crainte par les ulama, etc., et donc voilà, la démocratie peut réaliser l'un des buts du droit musulman, l'un des buts de l'islam. Et donc on peut l'accepter en tant que tel. Donc il y a ce processus d'acceptation d'institutions qui ne sont pas forcément des institutions religieuses, des institutions partagées avec d'autres civilisations, avec d'autres sociétés, mais en essayant de leur trouver des colorations, des racines, des ressemblances dans la tradition islamique. Donc l'inclusion des partis islamistes dans le système politique conduit à cette modération idéologique et un usage intermittent, ponctuel, discontinu et non totalitaire de la religion. Et c'est là la différence entre la jeunesse islamique fin des années 60 et le parti Justice et Développement actuellement.
l'usage de la religion, comme maintenant chez les djihadistes au Maroc, comme chez quelques mouvements salafistes au Maroc, où on continue toujours à faire référence à cette conception totalitaire de la religion, mais avec le parti Justice et Développement, l'usage de la religion est devenu très discontinu, intermittent et ponctuel. Donc, la religion n'est pas mobilisée dans tous les contextes, et par rapport à tous les contextes, et par rapport à toutes les politiques publiques, elle est mobilisée lorsqu'il s'agit de questions, on va dire, identitaires et emblématiques. Et les questions vont être, il faudra interdire la vente de vin aux musulmans, ça on continue toujours à le dire. Il faudra interdire la publicité des jeux à hasard à la télévision. Donc vous avez des questions de ce type qui sont de temps à autre mis dans la place publique et défendues par les mouvements islamistes. Mais on n'a plus cette vision totalitaire de la religion où l'État, en tant que tel, doit être conforme à l'islam, où la société, dans sa totalité, doit être conforme à l'islam. On se contente, il parle beaucoup de processus progressifs vers leur idéal politique et idéal religieux. La modération peut être également un effet de la structure, c'est-à-dire, et ça Karl Mannheim, c'est le seul nom que je vais dire dans cette intervention, dans cette conférence, Karl Mannheim l'avait déjà observé pour les partis allemands et tchèques, pas tchèques, autrichiens, les partis autrichiens et les partis allemands dans les années 40. Lorsqu'il a travaillé sur l'utopie, il a également observé comment, lorsque les membres de partis deviennent parlementaires, comment progressivement ils abandonnent leur visée utopiste, générale, etc. Et comment, lorsqu'ils sont confrontés à des questions pratiques, politiques, ils deviennent en quelque sorte des gestionnaires de la politique beaucoup plus que des idéologues d'un avenir utopique, etc. Et c'est ce qui arrive au PJD depuis son accession au Parlement. C'est-à-dire qu'un islamiste est obligé de maîtriser le jargon des lois de finances, le jargon politique, le jargon du droit international, et tout un jargon qui n'a rien à voir avec la tradition islamique. Il est obligé de devenir juriste, sinon il va être bouffé excusez le mot, il va être un peu maîtrisé par les autres. Et donc il y a un effet de la structure qui fait qu'un ministre maintenant de PJD des Transports, un ministre PJD de l'industrie, si vous l'écoutez, c'est un expert des transports, c'est un expert de l'industrie. Et donc, il y a cet effet-là du fait que le mouvement islamiste ou les membres du mouvement islamiste sont intégrés dans l'État, de petit à petit, ils sont contraints, c'est un effet de structure, donc ça ne dépend pas des individus, ils sont contraints d'abandonner des aspects, pas tout, des aspects d'eux, parce qu'ils peuvent toujours revenir sur certaines questions religieuses qui sont emblématiques pour eux. Effet de structure, mais on essaie, ou en tout cas certains idéologues de ce parti, essayent de trouver un fondement qui justifie un peu leur action. Pour ne pas dire, écoutez, vous êtes islamiste, mais pourquoi lorsque vous parlez du code de la route, vous faites pas référence à l'islam? Et ils ont trouvé une distinction qui remonte au prophète Mohammed, où le prophète lui-même, ou à partir de la tradition, distinguait entre les comportements ou ses actions en tant que prophète et ses actions en tant que chef politique. Pour les arabophones, tasarrufat l'imam. En tant que prophète, ses comportements, ses actions, ses dires, parce que basés sur la révélation, ne sont pas critiquables, mais ses comportements en tant que chef politique sont critiquables. Ils dépendent d'un contexte et que ces comportements-là n'obligent pas les musulmans qui vivent des contextes différents. Donc, y compris dans l'idéologie islamiste, des intellectuels essaient de trouver
quelque chose qui ressemble à la laïcité, mais qui n'est pas la laïcité, qui ressemble à la sécularisation, mais qui n'est pas la sécularisation, parce qu'il ne la revendique pas, mais où institutionnellement, moi je trouve que c'est similaire. Donc cette distinction entre, voilà, vous êtes la même personne, Mohammed, mais vous êtes prophète dans un cas, et vous êtes chef politique dans un autre. Ça vous rappelle un peu la commanderie de la croyant, donc rôle politique et rôle religieux. Donc la même personne peut agir, le prophète peut agir en fonction de la révélation. À ce moment-là, on n'y peut rien, selon cette idéologie, mais lorsqu'il agit en tant que chef politique, et puis il y a beaucoup de traditions prophétiques qui sont rapportées. La plus célèbre, c'est lorsqu'il a conseillé à Médine une technique agricole et que ça a échoué. Et le prophète leur a dit, écoutez, vous êtes mieux savants que moi lorsqu'il s'agit de duniyakum, c'est-à-dire de votre pratique, de votre pratique quotidienne. Alors, je termine par une question un peu provocante dans ce cas-là, à partir de ce que je viens de dire, de façon un peu, c'était voulu, je ne peux pas faire autrement, un peu décousu. C'est quoi l'islam et c'est quoi la religion? C'est quoi la politique? On comprend un peu, hein, mais c'est quoi l'islam et c'est quoi la religion? Et donc, mon but est de pouvoir, à l'issue de l'analyse des pratiques politique et idéologique de tel ou tel acteur, parce que moi je suis attaché à des acteurs. Je ne peux parler que par rapport à un acteur X ou un acteur Y dans un contexte X ou Y. Mon but est d'identifier son stock pour chaque acteur, PJD, le ROA, d'identifier son stock, son magasin d'idées religieuses et non religieuses. Chaque acteur a un stock limité. Et si vous préférez, une boîte d'outils limitée. Aucun acteur ne peut mobiliser l'islam dans sa totalité, c'est immense, c'est presque infini, c'est quasi infini. Moi, ce que je peux observer, c'est quelle est la boîte à outils de Hassan II, de Mohammed VI, de Mohammed V, quelle est la boîte à outils des PJD, de l'association Justice et Bienfaisance, ou des frères musulmans. Et cette boîte à outils, elle est limitée. Elle est limitée. Et je ne dois pas braquer uniquement mon projecteur sur les outils religieux. Je dois être attentif également aux outils non religieux qui sont utilisés par cet acteur. Et donc, quand on parle de boîte à outils, on parle forcément de bricolage. Et forcément de bricolage, et pas dans un sens péjoratif, pas dans un sens bricolage au sens que les questions sont tellement complexes que vous ne maîtrisez que quelques éléments, que ce même élément, vous allez l'utiliser dans différents contextes parce que c'est le seul que vous avez. L'image du couteau qui devient qui se transforme en tournevis, c'est très connu. Avec cette difficulté qu'en idéologie, il est très difficile de faire la distinction entre un couteau et un tournevis. Lorsqu'on dit, moi j'invoque la commanderie des croyants, est-ce que c'est la commanderie des croyants épurée, originelle, etc., mon couteau, ou est-ce que c'est le commande des croyants que je vais essayer de transformer en tournevis pour, etc. C'est très difficile parce que c'est le monde des idées. Dans le monde concret, on peut faire les distinctions, mais dans le monde des idées, il est très difficile de faire. Et donc, moi, je suis beaucoup plus sensible à la boîte d'outils et à la manière dont chaque acteur utilise les éléments de cette boîte d'outils. Alors, pour la monarchie maintenant, très simplement, donc je vais dire la commanderie des croyants est un élément, bien sûr. Descendant du prophète est un élément. Démocratie aussi. Droit de l'homme aussi. Modernité aussi. Développement humain aussi, roi des pauvres aussi, etc. Donc voilà un peu le stock de légitimation, etc. Le stock de légitimation de Mohammed VI, où il y a une série de notions
traditionnelles, mais également de notions modernes. La boîte à outils peut être également définie de façon négative. Si je prends l'exemple de PJD, nous n'avons plus la notion de khilafa, c'est un mouvement islamiste, alors que d'autres mouvements islamistes revendiquent cette notion. Nous n'avons plus la notion de jahiliya, je ne parle plus de jahiliya, je parle des mouvements islamistes modérés. On ne parle plus de hakimiya, qui était le concept central des frères musulmans et de Maoudoudi et de Sayyid Qutb. On ne parle plus des châtiments corporels que vous connaissez, lapidation, etc., etc., etc. Et le PJD ne parle plus de soufisme, alors que l'association qui est à côté, qui est également islamiste, l'association Justice et Bienfaisance, ou Justice et Spiritualité, ça dépend des traductions, la boîte à outils, l'élément principal de leur boîte à outils, c'est le soufisme. Donc je ne peux pas mélanger toutes ces boîtes à outils sous prétexte qu'il s'agit de l'islam ou sous prétexte que tous les acteurs mobilisent la religion et l'islam. Je suis obligé, pour un séculariste dur et pur, il peut toujours me dire, écoutez, blanc bonnet, bonnet blanc, c'est la même chose, hein. Comme on dit au Maroc, hammo teigneux, teigneux hammo, ça ne change pas grand-chose. Mais pour un anthropologue, les boîtes à outils sont différentes. Ce n'est pas parce qu'il y a d'islam dans ces boîtes à outils que ces boîtes à outils doivent être similaires et doivent être, disons, subsumées sous la même catégorie. Donc j'essaie progressivement, je l'ai fait dans cet article-là sur la sacralité royale et légitimité, je continue à le faire avec Afghani Mohamed Abdou depuis le 19e siècle, de voir comment les boîtes à outils ont changé depuis les réformistes de fin du 19e siècle, et de décrire ce stock, ce que j'appelle stock d'idées religieuses et non religieuses. La différence maintenant avec les sociétés traditionnelles, parce que souvent on nous dit, l'islam depuis le temps des prophètes était toujours mélangé à la politique, donc ça ne change pas grand-chose. Donc on est toujours dans la continuité. Je pense qu'il y a au moins trois niveaux de différence, et je conclurai par cela. La première, c'est qu'il y avait toujours consensus sur la boîte à outils dans les sociétés traditionnelles. Lorsque il y a un opposant, ou lorsqu'il y a une boîte à outils concurrente, il est obligé, le porteur de cette boîte à outils, ou l'utilisateur de cette boîte à outils, il est obligé soit de s'exiler, soit d'accepter le fait de devenir minoritaire, soit il est exterminé. Dans les sociétés traditionnelles, maintenant on vit bien sûr les idéologies concurrentes, etc. Mais dans les sociétés traditionnelles, il n'y avait pas concurrence de boîte à outils. Si vous êtes chiite dans un islam sunnite, il n'y a que la boîte à outils sunnite qui va être. Vous êtes obligé de rester. Vous ne pouvez pas concurrencer. Les chiites en Arabie Saoudite ne peuvent pas concurrencer l'islam sunnite. Inversement, les sunnites en Iran ne peuvent pas concurrencer. Alors maintenant, dans des sociétés qui ont un peu défendu le multipartisme, comme le Maroc, il y a une concurrence de boîtes à outils. Une concurrence de boîtes à outils, et aussi, je pense que l'un des éléments ou l'un des fondements un peu structurels de la sécularisation, c'est la pluralisation. Plus une société reconnaît à des partis d'avoir des boîtes à outils différentes, des idéologies différentes, des références différentes, plus cette société, disons, est susceptible d'accepter la sécularisation, même s'il ne la défend pas, d'accepter la sécularisation. Et le deuxième élément de la pluralisation dans les sociétés un peu modernes par rapport aux sociétés traditionnelles, le deuxième élément, c'est l'apparition, et ça on fait pas attention beaucoup à ça, c'est l'apparition de cette catégorie qu'on appelle maintenant le public, qui est très différent
l'âme dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire les artisans, les agriculteurs, les commerçants, ceux qui ne connaissent pas. Et donc, si on suit un peu l'émergence et la genèse de cette catégorie publique au Maroc, je peux la situer dans les années 30, en Égypte un peu plus tôt, c'est-à-dire tous ces ingénieurs, des écoles modernes, les instituteurs, etc., qui vont devenir un peu le réceptacle des idéologies réformistes. Et c'est un peu le cas également du protestantisme. Le deuxième nom que je citerai, c'est John Walser sur la Révolution des Saints, où il analyse, disons, cette genèse du public au XVIe siècle comme étant l'une des conditions du succès du calvinisme. Et le public, c'était les instituteurs et les lauréats des écoles modernes, pour dire, à partir en Égypte de la moitié du 19e siècle, au Maroc à partir des années 20, c'est le lauréat des écoles privées, des écoles coloniales, françaises, etc. Ce sont eux qui vont former le public. Et si on suit un peu cette idée-là, jusqu'à présent, avec l'Internet, on va également s'apercevoir de transformation du message idéologique, du traité, des articles argumentés de Jamal Din Afghani et Mohamed Abdou, des traités de Sayyid Qutb, jusqu'aux fatwas et jusqu'aux pamphlets qui sont envoyés ou diffusés via l'Internet. Donc, pluralisation, absence de consensus, on arrive maintenant à vivre au Maroc et dans d'autres pays en dehors du consensus. Il y a consensus sur 3 ou 4 principes, bien sûr, comme ici en France et comme ailleurs. Il y a toujours quelque chose qui groupe, qui font que les gens vivent ensemble, mais il n'y a plus consensus sur tout. Et donc, il y a au moins au Maroc 6 ou 7 versions de l'islam au Maroc. Je n'ai pas parlé des mouvements de femmes, je n'ai pas parlé des mouvements de droits de l'homme qui également mobilisent la religion, mais dans une logique qui est une logique politique où la norme supérieure, c'est le droit international et pas la religion. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et donc la religion, elle est impliquée dans une vision moderniste. J'aimerais tout simplement attirer l'attention sur ce processus de pluralisation dans une société qui est nécessaire au processus de sécularisation. On ne peut pas séculariser dans un État qui défend une idéologie totalitaire. On ne peut séculariser que dans un État où il y a des acteurs qui émettent des avis différents sur la politique, mais également sur la religion. Voilà des processus, j'allais dire, complexes, inédits, des boîtes à outils multiples et inédites également, même lorsqu'ils utilisent des ingrédients anciens. Ça rend la tâche de l'observateur, chercheur, journaliste, délicate. Ils sont plus faciles de dire « passe-moi le couteau » que de dire « passe-moi le couteau qui a été transformé en tournevis, puis en ouvre-bouteille, puis comme il n'est plus aiguisé, en cale ». Mais les repères doivent être nombreux parce que la voie est longue, l'analyse également doit être longue. Je vous remercie de votre attention.